Allez, donc, puisque c'est bon au niveau de la technique, bonjour à toutes et à tous pour ce conseil municipal de rentrée des classes, puisque nous sommes encore en septembre. Dans le lieu qui était le lieu traditionnel de la salle des mariages, même salle du conseil municipal pour les plus anciens, puisque les travaux à la Maison du Peuple s'achèvent aujourd'hui, et ça ne nous permettait pas de s'y réunir encore, et de toute manière, une fois que les lois d'urgence sanitaire seront échues, il faudra certainement délibérer pour que nous changions officiellement de lieu de réunion du conseil municipal, parce que la salle de la Maison du Peuple est quand même plus agréable et pour le public et pour les élus. Mais aujourd'hui, donc, c'est en salle de mariage que nous nous réunissons. Je propose à Thomas, puisque c'est aujourd'hui le plus jeune, de faire l'appel. Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussi. Manuel Bourguin. Aurélie Mialon. Robert Vivares. Procuration, M. Bourguin. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guiraud, il semble être là. Daniel Desmoulins. René Verdeil. Nicole Vicente. Patrick Delbach. Daniel Azemar. Procuration, Rachel Sacussi. Jean-Marie Bousquet. Procuration, Mme Garcin-Sodo. Georges Lopez. Anne Sutra de Germa. Marie-Hélène Chassagne. Gilbert Castinera. Katia Siette. Marie Balestero. Xavier Moutou. Cécile Dos Santos. Procuration, Mme Mialon. François Castillo. Nadia Bentard. Benoît Blanc. Oh, pardon. Alain Vogel-Singer. Procuration, M. Cos. Valérie Forme. Florent Cos. Myriam Santana. Procuration, M. Cos. Et Kevin Verticcione. Procuration, Mme Forme. Merci donc. Ordre du jour que vous avez reçu en deux temps, puisqu'il y avait une délégation de service public pour la fourrière municipale, du moins la fourrière sur Pézenas. Question donc, que je propose à René Verdeil de présenter. Donc, autorisation de signature du contrat de délégation du service public de la fourrière automobile. Il est rappelé au conseil municipal que celui-ci a approuvé par délibération en date du 29 mars 2021 le principe d'une délégation pour gérer le service public d'enlèvement et mise en fourrière des véhicules automobiles. À la suite de cette délibération, une procédure de mise en concurrence selon l'article R 3126-1 du Code de la commande publique a été lancée. La commission de délégation de service public s'est réunie le 27 mai dernier pour ouvrir les plis et les examiner. Vous avez eu le rapport de la commission. En vertu de l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil est réuni ce jour pour autoriser la signature du contrat de délégation avec la société dépannage Delvaux. Contrat signé par le candidat, joint à l'annexe. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette délégation de service public? Je vous propose donc de la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité. Je vous remercie. Avec cette convocation était aussi adressé les tableaux des décisions de commande publique et hors commande publique. Est-ce qu'elles appellent des questions de votre part? Non. Puisqu'il y a questions diverses sur les deux ordres du jour, je vous propose, s'il y a des questions diverses, de les traiter en fin de conseil municipal et d'attaquer donc l'ordre du jour plus costaud, celui-là, qui a été envoyé dans un second temps. Donc, il commence par l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 18 mai, 17 juin et 26 juillet 2021. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces procès-verbaux? Puisqu'il n'y en a pas, je vous propose de les soumettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Le point 3, appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Je vous propose à Aurélie Mialon de le présenter. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose au conseil municipal que la ville, en soutien au plan numérique lancé à la rentrée pour les écoles élémentaires de la commune, a répondu à l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires visant à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. L'objectif est d'appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur 3 volets.
l'équipement des écoles d'un socle numérique de base à terme de matériel et de réseaux informatiques, les services et ressources numériques, l'accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques. Pour cela, l'État investit 105 millions d'euros à compter de 2021 dans le cadre du plan de relance pour soutenir les projets pédagogiques de transformation numérique dans l'ensemble des écoles. L'aide de l'État est comprise entre 50 et 70% selon la nature de la dépense et le montant engagé par la commune. Le calendrier prévisionnel de déploiement est le suivant. Date prévisionnelle du début de déploiement 1er juillet 2021. Date prévisionnelle de fin de déploiement 30 septembre 2022. Le montant des contributions financières prévisionnelles des parties est le suivant. Coût total collectivité TTC de l'ensemble du projet 39 076 €, dont subvention de l'État demandée à 26 756 €. Coût total collectivité TTC sur le volet équipement 36 093 €, dont subvention de l'État demandée à 25 265 €, soit une subvention de 70%. Coût total collectivité TTC sur le volet services et ressources numériques 2 983 €, dont une subvention de l'État demandée à 1 491 €, soit une subvention à hauteur de 49,98%. Monsieur le maire sollicite du Conseil l'autorisation de signer la convention de financement appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Est-ce qu'il y a des questions particulières? J'en profite juste pour remercier à la fois les ateliers municipaux et le service informatique parce que l'installation, la commande, tout s'est fait en interne par la mairie et ça a mobilisé le personnel une partie de l'été. Donc je tenais à les remercier parce que ça a été fait de manière efficace et nous avons tenu les délais pour la première partie en tout cas d'une installation à la rentrée scolaire 2021. Je vous propose de le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, je vous remercie. Sur le point 4, appel à projet coin de verdure pour la pluie, désimperméabilisation de cours d'école, je propose à Marie Ballesteros de nous le présenter. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée a lancé en 2019 un appel à projet coin de verdure pour la pluie, en vue d'inciter à la désimperméabilisation des cours d'école et des surfaces connexes, parkings connexes réservés aux enseignants par exemple. La ville de Pézenas souhaite profiter de cet appel à projet pour présenter 4 cours d'école à rénover. Elle répondra aux enjeux d'infiltration des eaux pluviales et de leur gestion in situ. D'autre part, le projet participera à l'amélioration du cadre de vie des enfants. Les objectifs de cette étude sont de diagnostiquer l'état actuel de la gestion des eaux pluviales au sein de l'école, des rejets des écoles, de proposer des scénarios d'aménagement permettant d'infiltrer ou de réutiliser tout ou partie des eaux pluviales et de développer au stade avant-projet détaillé la solution qui sera retenue par le maître d'ouvrage et finançable dans le cadre de cet appel à projet ou finançable dans le cadre du 11e programme de l'Agence de l'eau. Les 4 cours seront étudiés en tranche ferme. Une seule cour sera retenue pour la tranche optionnelle. La dépense de l'étude est estimée à 30 000 € TTC. La subvention de l'Agence de l'eau représente 70% de la dépense, soit 21 000 €. Si la tranche optionnelle était activée, les travaux au sein de l'école sélectionnée pourraient démarrer début juillet 2022 pour se terminer fin 2022. Monsieur le maire sollicite du Conseil l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès de l'Agence de l'eau pour contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose donc de le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Je vais vous présenter les questions 5 et 6 que nous voterons séparément, mais puisqu'elles ont affaire à des conventions de servitude entre Enedis et la commune de Pézenas, l'une pour la parcelle AW 1174, l'autre pour la parcelle AW 1088, et que, comme vous l'aurez lu, elles font référence au même permis de construire. La seule différence entre les deux est que l'une, la première, donc pour la parcelle AW 1174, fait l'objet d'une indemnité unique et forfaitaire de 50 € de la part d'Enedis, et que l'autre, qui est sur une portion plus étroite, plus courte, de 2 mètres, est faite à titre gratuit. Donc je vous propose, s'il y a des questions d'abord, et s'il n'y a pas de questions, de passer aux voix pour la 5, donc la convention de servitude sur la parcelle AW 1174. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Le point 6, la convention de servitude entre Enedis et la commune de Pézenas, donc sur la parcelle communale AW 1088.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Le point 7, c'est l'avis sur les dérogations au repos dominical de commerce de détail accordées par le maire. Elles concernent les magasins Picard et Lidl pour les 4, 11 et 18 décembre 2022 et le Conseil national des professions de l'automobile pour les 16 janvier, 13 mars, 12 juin, 18 septembre et 16 octobre 2022. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ces points? Je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité à nouveau. Le point 8, qui est le protocole d'accord entre la société Sophie Good, la SAS Rock Immobilier et la ville de Pézenas pour le lot 1 du 4 rue Jean-Jacques Rousseau. Donc, je vous rappelle qu'il y avait eu préemption sur vente aux enchères de la part de la ville en avril 2019, que celle-ci a été annulée par le tribunal administratif et que nous sommes donc rentrés dans une discussion avec les investisseurs afin de trouver un terrain d'entente et de connaître également leurs projets sur ces établissements, sur les bâtiments achetés, sur l'immeuble, sur les parties d'immeubles, puisque ce ne sont que des parties. Et donc, nous nous sommes entendus sur une indemnité pour eux afin de racheter, qui est le différentiel entre le prix que nous avions déjà payé, puisqu'il était, il avait été versé et soumis à liquidation judiciaire, donc déjà engagé financièrement, ou en tout cas dépensé, il n'avait pas été bloqué sur un compte particulier le temps du recours, et l'avis des domaines que nous avions. Donc, c'est entre nous, la SRL, Sophie Gould et la SAS Saint-Roch Immobilier, cela concerne l'immeuble donc cadastré BK numéro 683 et 684. Et ce sont exactement les lots 1 au sous-sol de l'immeuble, une cave et les 59 millièmes, et non le 591 au contraire d'une coquille dans la note de synthèse, de la propriété du sol et des parties communes générales. Le lot 2 au rez-de-chaussée de l'immeuble, un local et les 321 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Le lot 3 au premier étage de l'immeuble, un local à usage de bureau composé de 3 pièces et les 288 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Donc, je vous ai expliqué le droit de préemption. Les sociétés Sophie Gould et Saint-Roch Immobilier ont formé un recours que nous avons perdu. Nous avons été condamnés en plus à leur verser une somme de 750 € aux frais, au titre du frais irrépétible. À la suite du jugement, nous avons souhaité rester propriétaires. Nous avons donc initié cet accord, ce protocole d'accord avec ces sociétés. Elles acceptent de renoncer au bénéfice du jugement d'adjudication du 1er avril 2019 et donc à tout droit sur les biens immobiliers du 4 rue Jean-Jacques Rousseau contre le versement d'une indemnité. Elles reconnaissent expressément la propriété exclusive de la commune de Pézenas sur les lots 1, 2, 3 des biens immobiliers du 4 rue Jean-Jacques Rousseau et renoncent à toute demande de quelque nature, que ce soit au titre des biens immobiliers. La commune de Pézenas verse à titre d'indemnité forfaitaire et définitive aux sociétés Feel Good et Saint-Roch Immobilier, à charge pour elles de répartir la dite indemnité entre elles, la somme de 30 927,97 €. Le paiement, si vous l'acceptez, interviendra avant le 31 octobre 2021. Et cela prend en compte les 750 € du jugement du tribunal administratif. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette première délibération, la 8, sachant qu'il y en aura une autre, la 9? Je vous propose de la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité à nouveau. Le 9 est le protocole d'accord suite à l'annulation de la préemption du lot 2 au 4 rue Jean-Jacques Rousseau avec la SARL Société Immobilière Montpellier-Rennes et la SARL Valetti Immobilier. Donc, elles ont, pareil, été vendues par vente aux enchères à ces sociétés-là, préemptées par la commune, décision annulée au tribunal administratif. Donc, cela concerne le lot 2, toujours sur l'immeuble du 4 rue Jean-Jacques Rousseau,
BK numéro 683 et 684. Ce lot 2 correspond au lot 28 au rez-de-chaussée du bâtiment B, un local comprenant 2 pièces et les 33 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Le lot 30 au premier étage du bâtiment B, un bureau composé de 2 pièces et les 22 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Le lot 31 au premier étage du bâtiment B, un local composé de 5 pièces et les 33 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Le lot 35 au deuxième étage du bâtiment B, un local comprenant 2 pièces et les 33 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Par décision, donc en date du 18 avril 2019, nous avions fait préemption. Le tribunal, le 11 février 2021, l'a annulé. Nous sommes entrés en discussion avec ces sociétés. Un protocole d'accord a donc, sur les mêmes termes que précédemment, donc je vous les épargne, été acté entre les différentes parties. Un nouveau protocole vous a été déposé sur la table parce qu'il y avait une coquille de 750 €, justement, c'est l'indemnité que nous devions. Et nous devons donc à cette société rembourser du coup 35 492,91 € plus les 750 €. Plus les 750 € qui n'étaient pas dans les 35 492,91 €. Je voulais le vérifier. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières à nouveau. Je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie donc pour l'unanimité à nouveau. Et je propose à René Verdeil de nous parler de la cession d'un véhicule Renault Ben. Donc, il s'agit d'un Renault Ben de type bouille, rein cheval, immatriculé BG 056 VR, acquis par la commune en 1996, qui peut être cédé pardon, du fait de l'achat d'un nouveau camion répandeur à émulsion pour le remplacer. La société HATP 34 Goudronnage s'est portée acquéreur du camion pour un montant de 12 000 €. Et Monsieur le maire propose donc au conseil municipal l'aliénation de cette immobilisation et de conclure à la cession de ce bien au prix de 12 000 €. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Sur les questions de finances, je propose donc à René Verdeil de nous présenter le 11, limitation de l'exonération des 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. La loi de finances initiale de 2020 a introduit une réforme de la fiscalité directe locale conduisant à la suppression progressive de la taxe d'habitation et à l'affectation aux communes dès 2021 de la part départementale de taxes sur les propriétés bâties, de taxes foncières, sur les propriétés bâties. Avant cette réforme, au terme de l'article 1383 du Code général des impôts, les constructions nouvelles à usage d'habitation étaient exonérées de taxes foncières sur les propriétés bâties durant les 2 années suivant leur achèvement, sauf délibération contraire du conseil municipal. Par délibération en date du 23 septembre 2004, la commune de Pézenas avait supprimé cette exonération de 2 ans sur tous les immeubles à usage d'habitation. Cette délibération poursuit actuellement ses effets pour les locaux achevés en 2019 et 2020. Celle-ci ne s'applique plus pour les locaux achevés à compter du 1er janvier 2021, lesquels entrent dans le champ d'application de la réforme. Dans sa rédaction modifiée par la loi des finances 2020, l'article 1383 du Code général des impôts reconduit le dispositif d'exonération de la dite taxe foncière sur les propriétés bâties durant les 2 années d'achèvement du bien. Le conseil municipal pouvant par délibération prise avant le 1er octobre de l'année limiter cette exonération à 40, 50, 60, 70, etc. % de la base imposable, compte tenu de la nécessité de préserver le niveau des ressources communales de fiscalité directe locale sans pour autant alourdir la pression fiscale sur les contribuables locaux, Monsieur le maire propose au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logement, à 40 % de la base imposable en ce qui concerne tous les immeubles à usage d'habitation. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose donc de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité et je laisse à nouveau la parole à René Verdeil pour l'institution de la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter du 1er janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 1407 bis du Code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération et sous certaines conditions, assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation. La taxe d'habitation due au titre des logements vacants est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur à bail, à construction ou à réhabilitation ou de l'amphithéâtre qui dispose du local depuis le début de la période de vacances. Cette taxe est un outil de lutte contre la vacance structurelle et a vocation à être instituée lorsque le territoire concentre des situations de rétention immobilière des propriétaires en incitant les propriétaires à remettre sur le marché leurs biens vacants. Monsieur le maire précise que seuls sont concernés les locaux à usage d'habitation, considérés comme étant habitables, c'est-à-dire clos, couverts, et pourvus des éléments de confort minimum, installation électrique, eau courante, équipement sanitaire. Les logements vacants s'entendent des logements non meublés et par conséquent non assujettis à la taxe d'habitation en application du premier alinéa du 1 de l'article 1407. Sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte destinés à être attribués sous condition de ressources. La vacance du logement s'apprécie de la manière suivante, est considéré comme vacant un logement libre de toute occupation pendant plus de 2 années consécutives. Ainsi, pour l'assujettissement à la taxe d'habitation au titre de N, le logement doit avoir été vacant au cours des années N-2 et N-1, ainsi qu'au 1er janvier de l'année d'imposition. Un logement occupé moins de 90 jours consécutifs ou 90 jours consécutifs au cours des 2 années de référence est considéré comme vacant. En revanche, un logement occupé plus de 90 jours consécutifs au cours d'une des 2 années de référence n'est pas considéré comme vacant. La vacance ne doit pas être involontaire. Monsieur le maire précise que la taxe d'habitation sur les logements vacants ne s'applique pas lorsque le bien est vacant pour des raisons indépendantes de la volonté de son propriétaire, notamment lorsque le bien doit faire l'objet de travaux dans le cadre d'une opération d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition dans un délai inférieur à 1 an. Le bien est mis en location ou en vente mais ne trouve pas preneur au prix du marché. Si le bien nécessite des travaux d'un montant inférieur à 25% de sa valeur pour être habitable, ou si le bien est une résidence secondaire meublée et soumis à la taxe d'habitation. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter du 1er janvier 2023. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à nouveau pour l'unanimité. René Verdeil peut continuer pour la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles visés au B du 2 de l'article 1396 du Code général des impôts. Merci, monsieur le maire. Les dispositions de l'article 1396 du Code général des impôts permettant au conseil municipal de majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone délimitée par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme, un tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code d'urbanisme, d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 euros par mètre carré pour le calcul de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties, revenant à la commune et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont elle est membre. Ça va, vous avez suivi? Je continue. La superficie retenue pour le calcul de la majorité est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës, constructibles, détenues par un même propriétaire. Cette majoration ne peut excéder 3% d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par l'article 321H de l'annexe 3 au Code général des impôts et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'instituer
la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles et de fixer cette majoration par mètre carré à 3 € sous réserve de l'application d'un plafond calculé par l'administration en fonction des valeurs forfaitaires moyennes par zone indexées chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier présenté en annexe au projet de loi de finances initial. Est-ce qu'il y a des questions particulières où René Verdeil a été limpide? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et René Verdeil, le faisant si bien, il va nous parler du point 14, qui est l'institution d'une taxe forfaitaire sur cession à titre onéreux des terrains nus devenus constructibles. L'article 26 de la loi portant engagement national pour le logement, codifié à l'article 1529 du Code général des impôts, permet aux communes d'instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation. Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de rendre ces terrains constructibles. Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d'un terrain intervenu après son classement en terrain constructible. La taxe est instituée par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année N pour une application en N+1. Son taux est fixé à 10%. S'applique sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA 5A du Code général des impôts, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation, hors tabac, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les 2/3 du prix de cession défini au même article. Vous avez tous fait le calcul. Monsieur le maire précise que la taxe ne s'applique que lorsque le prix de cession ne s'applique pas. Merci d'avoir suivi. Je vois que c'est bien, vous suivez. Lorsque le prix de cession défini à l'article 155A du Code général des impôts est inférieur à 3 fois le prix d'acquisition, aux cessions de terrain lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans, ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 €, ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l'habitation principale du cédant ou de l'habitation en France des non-résidents, ou pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation à condition que la totalité de l'indemnité soit consacrée à l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou plusieurs immeubles dans un délai de 12 mois à compter de sa perception, ou échangée dans le cadre d'opérations de remembrement, ou assimilée, ou cédée à un organisme d'habitation à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du Code de la construction et de l'habitation ou à l'organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du Code de la construction et de l'habitation, ou céder à une collectivité territoriale en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, organisme HLM simple. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'instituer la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles. Merci René. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Puisqu'il n'y en a pas, je propose de la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à nouveau pour l'unanimité. Et René Verdeil a une dernière délibération à vous présenter. C'est le 15, attribution d'une subvention de fonctionnement complémentaire exceptionnel à la Société de la protection de la nature du Picénois. Je vais donc terminer cet exercice d'élocution. L'association Société Protection de la Nature du Picénois participe actuellement au chantier des fouilles du site préhistorique du Bois de Riquet, situé au lieu dit du plateau d'Arnette, à Pézenas. Confrontée à une dépense exceptionnelle et imprévue, la dite association a saisi la ville d'une demande de soutien financier afin de l'aider à financer ce dépassement de budget. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la délibération en date du 18 mai 2021 portant attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour l'année 2021 par laquelle il a été attribué une subvention de 500 € à la SPN et propose d'attribuer à la SPN du Picénois une subvention de fonctionnement complémentaire exceptionnelle de 700 €.
Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour tout le monde? Je vous remercie. Le point 16 est la demande de financement pour la réalisation de travaux de réfection des toitures A et B du musée Vuillot-Saint-Germain. Je propose à Julie Garcin-Sodo de nous le présenter. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Dans le cadre de l'entretien des édifices publics ou religieux appartenant à la commune, il est proposé une demande de financement auprès de la DRAC Occitanie pour la réalisation de travaux de réfection des toitures A et B du musée de Vuillot-Saint-Germain. Ces travaux nécessitent l'intervention d'une entreprise spécialiste en toiture. Dans le cas présent, ces travaux consistent en dépose des tuiles en totalité, démolition des ouvrages bâtis, remplacement des chevrons de structure, pose d'un écran sous toiture et de lithos, scellement en mortier de taux et de tuiles d'égout, pose d'un soleil en plomb, remplacement de la gouttière et descente en zinc. Vous aurez compris qu'on refait toute la toiture. Le montant estimatif des travaux s'élève à 15 079, enfin qu'une partie. Le musée de Vuillot-Saint-Germain est un monument inscrit au titre des monuments historiques. Il peut, dans le cadre de ces travaux, bénéficier d'une subvention de la DRAC Occitanie à hauteur de 30% du montant des travaux, soit 4 523,70 €. La commune financerait la différence. Monsieur le maire sollicite, lors du conseil, l'autorisation de déposer une demande auprès de la DRAC. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pour information, les travaux de façade de menuiserie vont attaquer là. C'est ça, vous avez dû voir les barrières, enfin les Les échafaudages. stockés, mais qui vont pas rester Exactement. stockés, Donc ça va arriver là. qui vont être montés pour faire les travaux. Je propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et à nouveau, Julie Garcin-Sodo pour une demande de financement pour la remise en état de l'hôtel de la Chapelle Saint-Roch de la collégiale Saint-Jean. Tout à fait. Dans le cadre de l'entretien des édifices publics ou religieux appartenant à la commune, il est proposé une demande de financement auprès de la DRAC Occitanie pour la réalisation de travaux de remise en état de l'hôtel de la Chapelle Saint-Roch à la collégiale Saint-Jean. Ces travaux délicats et minutieux nécessitent l'intervention d'une entreprise spécialiste en la matière, sculpteur, décorateur. Dans le cas présent, les éléments de marbre constituant l'autel se sont décollés et sont tombés au sol. Les éléments non effondrés sont maintenus par des chevrons en bois depuis un certain temps maintenant et un puissant sanglage a été nécessaire. Le montant estimatif des travaux s'élève à 16 640 € hors taxes. La collégiale Saint-Jean est un monument inscrit au titre des monuments historiques. Il peut, dans le cadre de ces travaux, bénéficier d'une subvention de la DRAC Occitanie à hauteur de 50% du montant des travaux, soit 8 320 €, et la commune financera la différence. Monsieur le maire sollicite, lors de ce conseil, l'autorisation de déposer une demande à la DRAC Occitanie. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et à nouveau, Julie Garcin-Sodo, toujours pour la collégiale Saint-Jean, mais c'est aussi le remplacement de gouttière. Voilà, nous passons à l'extérieur. Dans le cadre de l'entretien des édifices publics ou religieux appartenant à la commune, il est proposé une demande de financement auprès de la DRAC Occitanie pour la réalisation de travaux de remplacement des gouttières à la collégiale Saint-Jean. Ces travaux délicats et sur une grande hauteur nécessitent l'intervention d'une entreprise spécialiste en la matière, des cordistes. Dans le cas présent, les gouttières à remplacer se situent à hauteur de 11 mètres. Il n'y a pas de possibilité de monter un échafaudage. C'est sur l'arrière, entre deux toitures. Le montant estimatif des travaux s'élève à 3 118,80 € hors taxes. La collégiale Saint-Jean est un monument inscrit au titre des monuments historiques. Il peut, dans ce cas, bénéficier d'une subvention de la DRAC à hauteur de 30%, soit 935,64 €, et la commune financera la différence. Monsieur le maire sollicite, lors du conseil, de déposer une demande de subvention. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et la question 19, demande de financement pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un cheminement piéton pour les élèves entre la cité scolaire et la zone de stationnement des bus. Je propose à François Castillo de la présenter. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Dans le cadre de l'accueil des élèves au sein de la cité scolaire, la ville souhaite sécuriser les déplacements entre la zone de stationnement des bus et les établissements scolaires, lycées et collèges, en créant un cheminement au sein du parc des sports. La ville sollicite les partenaires pour participer au financement de ce projet. Dans le cas présent, ces travaux consistent en modification du trottoir de la zone de stationnement des bus par la création de trois abribus et l'élargissement d'un portillon à 1,50 m donnant dans le parc des sports, incluant la mise en place du mobilier urbain ici afférent, réfection du cheminement piéton existant sur le pourtour du stade, 2,50 m de largeur, décaissement, enlèvement des racines qui déforment le support,
réfection de couches de roulement en enrobé tapissable 0,10, fourniture et pose de mâts d'éclairage autonome à l'aide d'une hauteur de 3,50 m. Ces mâts ont une programmation intégrée offrant 2 plages de fonctionnement, 6h à 9h et 17h à 21h. Ces plages horaires sont modifiables à tout moment. Mise en place d'une signalétique verticale adaptée afin de guider les élèves entre la cité scolaire et les bus, ainsi que la mise en peinture des pictogrammes au sol. Pose de 2 corbeilles. Le montant estimatif de travaux s'élève à 52 397 € hors taxes. Le parc des sports offre le cheminement le plus court et sécurisé. Sol stable et large, signalétique, pictogramme au sol, éclairage de cheminement, vidéoprotection sur tout le parcours. Pour les lycéens qui transitent entre la zone de stationnement des bus de transport et la cité scolaire, de ce fait, il peut, dans le cadre de la sécurité des lycéens, bénéficier d'une subvention de la région Occitanie. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à déposer une demande de subvention auprès de la région Occitanie pour le projet susmentionné. Les élèves du collège étant également concernés par ce cheminement piéton entre la cité scolaire et la zone de stationnement des bus, il est par ailleurs demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à déposer une demande de subvention auprès du conseil départemental de l'Hérault pour le projet susmentionné. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non, je vous propose donc de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Le point 20, le rapport d'activité 2020 du CIVOM du canton d'Agde. Je propose à Rachel Zachussi de le présenter. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Le comité syndical du 30 juin 2021 du CIVOM du canton d'Agde a approuvé le rapport d'activité de l'établissement au titre de l'année 2020. Je fais un petit rappel de ce qu'est le CIVOM. Donc, le CIVOM du canton d'Agde est un établissement public de coopération intercommunale. 22 communes participent financièrement à son fonctionnement selon des adhésions à 5 différentes compétences. La fourrière animale, la brigade d'enlèvement des tags, l'extension du centre de secours d'Agde, le cinémomètre et sonomètre et le redresse poteau. Pézenas adhère pour 2 de ses compétences, la fourrière animale et la brigade d'enlèvement des tags. Sa participation financière s'élève à 36 635,54 € en 2020. Et je propose à François Castillo, s'il veut, de compléter sur la lutte spécifiquement des tags et le travail fait entre la police municipale et la gendarmerie ces derniers mois. Donc, sur la gestion des tags, ces derniers sont nettoyés donc, par l'agent du syndicat intercommunal à vocation multiple dans un planning préétabli avec l'agent de médiation de la mairie, qui est aussi référent tag. Le référent tag prend contact avec les propriétaires victimes et leur transmet une fiche de demande d'autorisation pour que l'agent du CIVOM intervienne et procède au nettoyage. Au préalable et avant toute intervention du CIVOM, les constatations des tags sont effectuées par les agents de la police municipale pour une transmission à la gendarmerie nationale. Des dépôts de plainte sont initiés en ce sens. Les tarifs forfaitaires des surfaces traitées sont transmis à la gendarmerie nationale dans le cadre de leur procédure afin d'évaluer le préjudice causé. Ce sont plus de 500 tags qui étaient recensés en août 2020 dans notre ville. La mairie de Pézenas a pris la mesure du problème. Des stratégies ont été mises en place avec l'ensemble du personnel du service de police municipale et des actions ont été menées. L'acquisition de matériel technologique, la mise en place d'applications NeoCity permettant les signalements de tags par la population, les décalages de services de nuit des agents du centre de supervision urbain et des policiers municipaux pendant les vacances d'hiver 2021. Mais aussi l'occupation du terrain par les policiers municipaux, par leur patrouille pédestre et portée, mais aussi la mobilisation des agents de surveillance de voie publique, de l'agent de médiation et l'attention particulière apportée par tous ces types de dégradations. La mobilisation du centre de supervision urbain, l'implication et l'étroite coordination avec la gendarmerie nationale ont permis l'identification et l'interpellation de plusieurs auteurs à Pézenas par la police municipale. Notamment, le 8 mai 2021, 4 personnes interpellées devant le mur de Payne à proximité du pont Trompette. Le 12 mai 2021, 2 personnes interpellées chemin de la carrière à Mercadal. Le 19 mai 2021, identification par la police municipale de l'auteur de plusieurs tags commis rue Albert-Sabatier et rue Triperie-Vieille. L'ensemble de ces mesures ont permis de réduire la récurrence de tags à Pézenas.
Je tiens à remercier tous ces agents qui, par leur engagement et leur implication, permettent de contribuer à l'amélioration de notre quotidien au travers de leurs missions parfois difficiles. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Puisqu'il s'agit de prendre acte, je ne le soumets pas aux voix. Pour les questions de ressources humaines et la 21 en particulier, création de 2 postes d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps complet et mise à jour du tableau d'effectifs communal, je propose à Benoît Blanc de le présenter. Merci Monsieur le maire et bonsoir à tous. Je suis navré, je me permets d'enlever le masque aussi, ça va être un petit peu compliqué. Alors, le Conseil rappelle l'importance des adjoints d'animation qui interviennent dans le secteur périscolaire et dans l'organisation d'activités de loisirs. Les fonctions de ces emplois ont beaucoup évolué et nécessitent des compétences de plus en plus poussées, alors que la commune est engagée dans une amélioration de la qualité des animations proposées. Afin de pouvoir bénéficier et de renforcer le service offert aux administrés, le Conseil propose la création de 2 postes d'adjoints d'animation principale de 2e classe à temps complet. Il convient de modifier le tableau de l'effectif du personnel municipal en créant ces 2 postes. Le nombre d'agents d'animation principale de 2e classe est donc porté à 9. Peut-être une petite précision, ça correspond à une volonté municipale d'accorder des missions autour du développement durable à l'un de nos agents qui était déjà à mi-temps. Voilà, donc ça nous permet simplement et de répondre à une hausse de la demande et d'avoir un agent à disposition pour ces missions-là, qui ont été travaillées conjointement avec Mme Mialon et Mme Ballesteros. Je précisais, c'est une agent qui travaillera avec les enfants sur des projets de développement durable. Et ce que peut-être François a dit ou qui ne correspond pas à la délibération, mais c'est bien de le dire. Depuis quelques mois, on a un ASVP qui est aussi dédié principalement ou beaucoup à toutes les missions d'environnement et d'incivilité quotidienne, de type déchets sur la voie publique ou TAC. Et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément fait la communication, et je crois que c'est intéressant de le dire, notamment pour que ça soit signalé assez rapidement quand il y a ces problèmes-là, pour que cet agent puisse intervenir et qu'il y ait un suivi. Mais c'était en dehors de la délibération, je suis désolé. Bon, je me suis mis à cette précision pour préciser que c'est un agent à mi-temps qui va passer à temps plein donc pour intervenir dans éventuellement crèche, école et sensibiliser ces finalités-là. Ça correspond à ce que nous avions indiqué dans le projet éducatif il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc, je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Si la voix de Benoît lui permet de le faire encore, je propose la fixation du taux de promotion d'avancement de grade du personnel communal qu'il nous la présente. Monsieur le maire rappelle qu'en application de l'article 49 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, il appartient aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer le taux de promotion pour chaque avancement de grade figurant au tableau des effectifs de la collectivité, à l'exception de ceux relevant du cadre d'emploi des agents de police municipale, après avis du comité technique. Monsieur le maire propose de fixer le taux de promotion d'avancement de grade, ce taux étant à appliquer au nombre de fonctionnaires remplissant les conditions d'avancement de grade supérieur pour obtenir le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus. La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement de grade. Il peut varier entre 0 et 100%. Il est précisé que le taux retenu, exprimé sous la forme d'un pourcentage, reste en vigueur tant qu'une nouvelle décision de l'organe délibérant ne l'a pas modifié et que le comité technique a émis un avis favorable sur cette proposition. Alors je vous laisse, je ne vais pas forcément vous détailler tous les taux, vous les avez avec vous. Peut-être une petite précision complémentaire. De façon plus synthétique sur ce qui est des passages de grade. Nous avons en parallèle donc fixé une grille objective avec des points pour déterminer qui était en capacité de passer au grade supérieur. Il y avait 2 possibilités, la première était d'avoir un nombre de points plus permissif, mais un pourcentage plus faible. Nous avons craint un effet sélectif et une défiance entre les agents, c'est pourquoi nous avons plutôt misé sur un nombre de points plus sélectif, mais un taux à 100% qui incite les agents à prendre et à s'impliquer dans leur carrière. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Benoît, je ne veux pas te faire souffrir. Est-ce que si tu veux, je la présente. Tu y arriveras? Non, je te plains. C'est pour ça. Donc, la question 23, mise en place permanente du télétravail. Il est rappelé au Conseil que le télétravail... Merci. Il est rappelé au Conseil que le télétravail a été introduit dans les services administratifs de la collectivité dans le cadre de la crise sanitaire.
Des services et des agents souhaitent continuer à fonctionner sous ce mode. La collectivité a donné son accord à la poursuite de ce fonctionnement afin de mesurer de son efficacité sur la durée. Il est donc proposé au Conseil de valider le télétravail comme un mode de gestion des services municipaux selon les dispositions ci-dessous. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de tout détailler. Peut-être juste deux éléments essentiels sur la motivation. Il en émane que instaurer le télétravail a été un double avantage. D'une part pour les agents, car ça permet de ménager certains agents ayant des problèmes de santé et de mieux gérer d'un côté leur vie professionnelle et leur vie personnelle. De notre côté, pour ce qui est de la mairie, plusieurs points forts pour nous. C'est également un élément nouveau et attractif, notamment dans le cadre de nouvelles embauches. C'est également éviter potentiellement certains arrêts maladie ou mi-temps thérapeutiques qui posent et qui pèsent plutôt sur les finances de la ville. Et puis à long terme, ça nous permet effectivement de repenser l'occupation des locaux de la cité administrative. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui, Madame Forme. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus. Le groupe d'opposition souhaite en questions diverses intervenir pour les 400 ans de Molière en 2022. Un comité de pilotage a-t-il été constitué? Nous souhaiterions en faire partie, connaissant les enjeux économiques, régionaux, nationaux et internationaux de cet événement. Merci. Merci. Il n'y a pas forcément de comité de pilotage établi. Parce que quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas forcément, si ce n'est une démarche participative initiée, un programme préétabli ou de construction préétablie. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'était une sollicitation des associations pissénoises pour faire des propositions. Donc, Robert Vivares est absent ce soir, mais il expliquerait mieux que moi. Il y a 49 fiches projets en mesure d'être mises en place. Et de là, en complément, des volontés de programmation municipale qui sont toujours en cours de gestation pour des raisons simples, c'est que, mais je pense que Florent Cos le sait professionnellement, c'est pas toujours évident dans cette période de programmer à long terme, de s'engager, y compris pour les compagnies. C'est notamment la discussion que nous avons en partie avec la Comédie Française, qui jusqu'à peu, si ce n'est un tartuffe gigantesque qui sera joué à Montpellier, mais qui n'était pas à la mesure de Pézenas, ni parce que nous ne pouvions pas l'accueillir physiquement, si je peux le dire ainsi, mais financièrement également, n'était pas encore en mesure de nous dire ce qu'elle proposerait sur le thème de Molière dans une configuration qui puisse être celle de Pézenas, c'est plus à la rentrée 2022 donc qu'au printemps. Mais par contre, si vous le souhaitez, nous pouvons faire une réunion de présentation des premiers projets, de la manière dont a été déposée la demande de subvention, les demandes de subvention, sachant que c'est un ajustement permanent, parce que si nous n'avions pas les subventions à la hauteur espérée, nous ne pourrions pas, puisque nous avions passé la demande en conseil, nous sommes sur un budget conséquent, autour de 800 000 €, nous ne pourrions pas mener ce budget à terme. Et nous sollicitons aussi du mécénat et d'autres circuits de financement, mais si vous le souhaitez, évidemment, nous vous le présenterons pour que vous puissiez vous donner votre avis et que nous puissions encore l'enrichir, parce qu'il s'enrichit de nouvelles initiatives en dehors de la programmation stricto sensu. Notamment, il y a une réflexion née il y a peu sur les métiers d'art. Ça avance. Et il y a des projets qui seront portés uniquement par la mairie, comme elle le fait régulièrement au Festival Molière ou à la saison culturelle, mais il y a des projets qui sont entièrement associatifs et qui dépendent aussi de la capacité des associations à financer ou à trouver les financements pour leurs projets propres, tant sur les 400 ans de Molière que sur les 100 ans de Bobby-la-Pointe. Mais je note et je demanderai à Robert Vivares et au service, et ce sera l'occasion de vous présenter la chargée de mission qui est là depuis août spécifiquement pour mener et finaliser ce projet, mais de vous présenter l'esquisse de vos propositions qui sont là ce jour. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la saison culturelle n'a été présentée que sur l'automne et pas sur une année entière, enfin sur automne, printemps, été. C'est pour se laisser encore les marges de manœuvre de finalisation du programme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de lever la séance et je vous souhaite une bonne soirée.